Monsieur le Président, Madame, Messieurs les assesseurs, peut-être n'y a-t-il pas plusieurs amours. Peut-être n'est-il qu'un seul amour. Cet amour dont nous parle François Mauriac, c'est l'amour maternel. Cet amour que ni l'amant, ni l'amante, ni l'époux, ni l'épouse ne sauraient jamais égaler. Personne n'est aussi aimant qu'une mère l'est vis-à-vis de ses enfants. Cet amour maternel, c'est l'amour que porte Catherine à l'égard de Donald et Mélania. Catherine, qui par ma plaque d'avocat alléché, avec quelque peu de rage, va me voir et me tente à peu près ce langage. Voyez, maître Renard, mon seul souci est d'avoir une malformation utérine qui me nuit. Mais voulant à tout prix être maman, je suis parti aux États-Unis faire une gestation pour autrui. Et j'ai pu avoir 2 enfants. Mais en France, Sa Majesté la Lionne est bornée, et mon lien de filiation m'a été refusé. C'est ainsi que Catherine, de sa parole maladroite, va m'exposer les faits qui l'avaient conduit jusqu'à moi. C'est ainsi que j'ai accepté de venir devant vous défendre le droit d'une mère à être reconnue et le droit de 2 enfants à voir reconnaître leur mère. Avant toute chose, aujourd'hui nous ne sommes pas là pour accuser Catherine parce qu'elle représente tout ce que l'on reproche à la gestation pour autrui. Aujourd'hui nous ne sommes pas là pour condamner la GPA, nous sommes pour juger un lien de filiation qui se doit d'être reconnu. L'article 47 du Code civil nous dit « Tout acte de l'état civil fait à l'étranger est rédigé dans les formes usitées de ce pays fait foi, sauf si cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Je tâcherai donc de vous prouver que cet acte est bien régulier, avant de vous démontrer que les faits devant vous aujourd'hui correspondent bien à la réalité. Le fameux acte d'état civil posant question mentionne Roger, le mari de Catherine, comme père biologique, et Catherine comme mère juridique. Pour ce qui est du père, c'est bien Roger qui a fait le don de ses gamètes. L'expertise biologique étant de droit en matière de filiation, il ne s'oppose bien évidemment pas à en faire une pour vous prouver sa paternité. Pour ce qui est de la mère Catherine, il faut que vous sachiez qu'aux États-Unis, lorsqu'une maternité pour autrui est réalisée, et que c'est bien la mère d'intention qui a donné ses gamètes, on mentionne la mère d'intention comme la mère des enfants. Alors non, l'acte est régulier et n'a pas été falsifié. Ce point étant moins important, il n'était pas nécessaire de s'attarder dessus. Le problème qui nous occupera aujourd'hui est cette conformité de la situation à la réalité. D'abord à l'égard de Roger, mais surtout à l'égard de Catherine. Depuis les arrêts Ménesson et Labassé, rendus par la Cour européenne des droits de l'homme le 26 juin 2014 et qui avaient condamné la France, la paternité du père, dès lors qu'il l'est biologiquement, ne pose plus réellement de problème. En effet, il avait été jugé contraire à l'identité et à la vie privée de l'enfant de lui refuser tout lien de filiation au prétexte qu'il était né en violation du droit français. Cela constituait une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ainsi, depuis ces 2 arrêts de juillet 2015, la Cour de cassation a pris note de cette condamnation et reconnaît la paternité quand l'acte est régulier. Nous permettons à un enfant qui jusqu'à présent ne disposait pas de parents, qui était un enfant fantôme, de disposer d'un parent. Mais qu'en est-il du 2e parent? Qu'en est-il de la mère? Si c'est certes une avancée, il reste que cela n'est qu'une transcription partielle de l'état civil. Aujourd'hui, dans notre cas, il n'y a pas de jurisprudence. Nous sommes en effet dans un cas particulier, puisque c'est bien la mère d'intention qui a donné ses gamètes. C'est bien Catherine qui, génétiquement, est la mère de Donald et Mélania. Nous sommes dans un cas inédit, et c'est ce cas-là que je souhaite défendre. Oui, vous, membres du tribunal, à Rennes aujourd'hui, dans cette magnifique salle remplie d'histoire, pouvez y écrire une nouvelle page. Un petit mot dans l'état civil, un grand mot pour les femmes ne pouvant porter d'enfants. Tout d'abord, génétiquement, je vous l'ai dit, Catherine est bien la mère de ses enfants. C'est bien à Catherine que Donald et Mélania ressembleront, en espérant qu'ils n'aient pas les mêmes idoles. Mais c'est bien Catherine qui sera reconnue mère, même s'il y a une expertise biologique. Et cette réalité génétique, on ne peut refuser de la voir. L'autre réalité est encore plus flagrante. Je vous parle de la réalité sociale, sociologique, peu importe le nom que vous lui donnerez. La réalité d'une maman qui s'occupera de ses fils et filles toute leur vie. Saurait-on réduire la vie d'un enfant à 9 mois de grossesse, à 2 heures d'accouchement? Loin de moi l'idée de minimiser la grossesse ou encore l'accouchement. J'en connais les difficultés. J'ai moi-même 6 enfants. Ce que je veux vous faire entendre,
c'est que pour une femme qui a un handicap et qui ne peut porter d'enfant, faire primer 9 mois de grossesse sur une vie de dévouement et d'amour serait illégitime. Parce que celle qui va vivre les premiers mots, les premiers rires déclenchés, les premiers pas, les premières courses, les premiers genoux écorchés, celle qui continuera de s'émerveiller devant un dessin de cosmonaute ou un bonhomme pâte à modeler avec un bras plus grand que l'autre, cette femme-là, c'est Catherine. Celle que Donald et Mélania appelleront, après leur joie, leur déception, leur chagrin, après chaque moment important de leur vie, cette femme-là, c'est Catherine. Celle qui, malgré une malformation, a voyagé, s'est battue pour avoir un enfant parce que c'était son désir le plus cher. Celle qui les soutiendra, les appuiera, quoi qu'il arrive, toute leur vie durant. Celle qui se sentait mère avant, se sent mère pendant et se sentira encore mère après. Cette femme-là, c'est Catherine. Pourrait-on alors réellement qualifier de maman une femme qui ne désire pas ses enfants et qui ne souhaite pas s'occuper d'eux? Je ne le crois pas. Parce que celle que Donald et Mélanie appelleront maman, il n'y en a qu'une seule. Et cette femme-là, c'est Catherine. Refuser le lien de filiation, ce serait considérer que la grossesse prévaut sur l'amour, l'éducation, le quotidien d'une famille. Ce serait refuser de voir la réalité en face. On nous ferait valoir que la grossesse est à la base de toute filiation. Mais lors d'une adoption, ce n'est pas la grossesse qui va permettre à une femme d'être maman. Si les accouchements sous X existent, c'est bien parce que la grossesse ne définit pas toujours si l'on peut être maman. C'est bien la preuve que, bien qu'il n'y ait pas eu accouchement, il peut y avoir filiation. Et que même s'il y a eu un accouchement, on ne devient pas toujours maman. Je pourrais vous parler de la conformité de la situation à la réalité toute l'après-midi. Mais je pense que vous finiriez par ne plus m'écouter et les règles m'imposent de laisser la parole à ma confrère, afin qu'elles aussi puissent vous exposer ces arguments. Alors j'aimerais conclure par la réalité de l'intérêt de l'enfant. La Convention de New York sur les droits de l'enfant, en son article 3, dispose que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Et c'est bien en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que la Cour a reconnu un droit à l'identité et à la vie privée de l'enfant. Droit violé par la France. Est-ce respecter la vie privée de l'enfant de lui refuser un droit de succession si sa mère venait à décéder? De lui voir refuser un droit de visite si Catherine et Roger se séparaient? Bien évidemment, ce sont des exemples qui, je l'espère, n'arriveront pas. Mais il est important quand même de les considérer. Est-ce dans l'intérêt de l'enfant de lui voir refuser un lien de filiation au prétexte qu'il est né en violation au droit français? Ce serait bien juger et condamner un enfant alors qu'il n'est pas responsable de sa naissance. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les assesseurs, la vérité sort de la bouche des enfants. Et je pense que tous nous répondraient qu'il n'existe qu'une mère. C'est celle qui va s'occuper d'eux durant toute leur vie. Refuser le lien de filiation, ce serait bien enfermer ses enfants dans une réalité qui n'est pas la leur. Alors, ma confrère vous dira sûrement qu'accorder ce lien de filiation, ce serait d'une certaine manière légaliser la gestation pour autrui en ne la sanctionnant plus. Ce serait faux, car une nouvelle fois, ici nous sommes dans un cas particulier. Elle vous dira peut-être que les faits devant vous ne correspondent pas à la réalité, puisque Catherine n'a pas accouché parce que mater c'est le père certa est. Mais les faits correspondent bien à la réalité du pays où cette gestation a été effectuée. Et ils correspondent à la réalité en général, je vous l'ai démontré. Elle vous dira aussi sûrement que Catherine peut très bien vivre sans ce lien de filiation. Alors certes, qu'il soit reconnu ou non, Catherine n'aimera pas moins ses enfants. Mais si cela ne l'empêchera pas d'aimer ses enfants, c'est bien parce que c'est un amour maternel qui l'anime, et non un amour frivole. Refuser le lien de filiation, ce serait avoir bien peu de considération pour cet amour que Catherine porte à l'égard de Donald et Mélanie. Surtout, ce serait sanctionner une mère d'avoir un handicap. Ce serait sanctionner un enfant parce qu'il est né, et parce qu'il n'a pas choisi de quelle manière il souhaitait naître. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les assesseurs, c'est Jean-Henri Fabre qui nous disait « L'amour maternel est capable de tous les miracles ». Aujourd'hui, je fais appel à votre raison. Je ne vous demande pas de céder comme j'ai pu le faire à l'émotion. Mais je vous demande, grâce aux arguments que je vous ai exposés, au titre de l'article 47 du Code civil et au titre de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de transcrire à l'état civil le lien de filiation de Catherine à l'égard de ses enfants. Ainsi, vous donneriez raison à Jean-Henri Fabre, et un miracle serait créé pour Catherine
Donald et Mélania. Ennemis jurés de l'arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté. Tels sont les mots de Rudolf von Hering, juriste allemand, qui, à l'image du cliché que nous, Français, pouvons porter sur ses compatriotes, aimait l'ordre et la discipline. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les assesseurs, qui, dans cette salle d'audience, n'a jamais pesté, qui ne s'est jamais plaint de ce formalisme lourd, exigeant, rigide de l'administration française, cette fameuse administration qui pourtant régit nos vies sans que l'on s'en rende vraiment compte. Oui, cette forme est insupportable, mais elle l'est à des fins utiles, je dirais même indispensable, parce qu'elle est la garante de la sûreté de la société. Je ne fais que l'annoncer, mais l'état civil est la vitrine de cette exemplarité. Et l'acte sûrement le plus important, c'est celui de la naissance, celui par lequel commence la vie. Et c'est sur celui-ci qu'il convient de se pencher aujourd'hui pour faire droit. Alors les faits de cette affaire, nous les connaissons. Mon confrère vous les a longuement exposés, d'autant qu'ils ne sont pas exceptionnels. Un couple désireux, mais incapable d'avoir des enfants, une tierce femme capable, mais non désireuse, et résultat, 2 jumeaux déclarés aux États-Unis être ceux de l'épouse. Cependant, admettre cette fiction n'est pas toléré en droit français, qui oppose son refus face à la transcription de l'acte américain. Si la GPA est formellement interdite en France, elle l'est pour de bonnes raisons. Nous le verrons. Dès lors, autoriser sa transcription reviendrait à cautionner les atteintes graves à des principes fondamentaux de notre société, portant un coup fatal à l'ordre public. Les lois bioéthiques de 1994 ont le mérite d'avoir consacré concrètement des principes ancestraux d'indisponibilité du corps humain et de l'état civil. À l'article 16-7 du Code civil, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. C'est dit. C'est dit et couronné par un caractère d'ordre public. Article 16-9. La GPA implique un contrat dont l'objet est l'abandon d'un enfant, ce qui revient à admettre que le couple formé de Roger et Catherine peut disposer du corps d'une femme pour son seul intérêt. Cette femme, nous ne connaissons pas son nom, et nous ne pouvons la désigner que d'une seule façon, la mère porteuse, et donc nous cantonner à la seule fonction qu'elle a assurée pour remplir son contrat, porter et mettre au monde les 2 enfants. Le second principe auquel porte atteinte ces conventions est celui de l'indisponibilité de l'état civil, de l'état des personnes. La GPA prévoit, par anticipation, un état civil en discordance avec la réalité. La mère biologique des enfants, celle qui les a portés pendant 9 mois, a renié purement et simplement son lien de filiation avec eux, pendant qu'une autre l'a établi à son propre égard. Or, et c'est la Cour d'appel de Rennes qui l'a dénoncé en 2012, en France, la mère, c'est celle qui accouche. Souvenez-vous des mots de Hering, le rigoureux Hering. La forme est l'ennemi juré de l'arbitraire, caractère d'une décision qui n'est pas le résultat de l'application d'une règle de droit existante, mais le produit d'une volonté libre, comme nous. En effet, il faut voir plus large, dépasser notre cas, et envisager les conséquences d'une primauté de la volonté individuelle sur l'état civil. Et c'est là que le droit intervient, le droit avec un grand D, matérialisé par une personne, moi. Procureur de la République, quel est votre métier? Vous faire comprendre ceci. Imaginez-vous une société permissive, laxiste, dans laquelle on autoriserait le changement à l'état civil au gré des desiderata de chacun des 66 990 856 Français. Ce serait intenable. Où serait la vérité, la certitude, la sûreté?
En l'espèce, la question est de savoir qui est juridiquement la mère des enfants. Pour les États-Unis, il s'agit de Catherine, mère d'intention. De ce fait, de retour en France, Catherine veut la reconnaissance de son lien juridique de filiation établi aux États-Unis. Elle souhaite que cet acte soit reconnu et transcrit à l'état civil français. Alors, sans vouloir vous faire le champ lexical de la volonté, vous le constatez, Catherine aspire à beaucoup de choses. À juste titre, être reconnue mère, je le conçois, je le comprends même. Mais le lui refuser, c'est le prix à payer pour que l'État remplisse la mission qui lui a été confiée. L'arbitraire n'y a pas sa place. C'est donc légitimement que l'article 16-7 prohibe formellement ces conventions et proclame leur nullité. La Cour européenne des droits de l'homme, dans cet arrêt que mon confrère vous a cité, Labasset et Ménesson contre France en 2014, énonce qu'elle ne condamne pas les États qui interdisent la GPA. Mais ici, nous avons affaire à un problème, et c'est là la seconde partie de mon raisonnement. Ce couple souhaite que cet acte prohibé par le droit français soit reconnu par ce même droit, interdit. Mais si j'ose dire, le mal est fait. Les enfants sont nés, ils sont là en France, et on ne peut l'ignorer. Ah, c'est un problème. Sauf qu'au-delà d'être le problème de Catherine, il s'agit d'un problème à portée générale. Imaginez, si le ministère public accédait à cette demande, l'illicéité des conventions de mères porteuses deviendrait un principe théorique, simplement théorique, sans effet en pratique. Or, l'exigence de cohérence de notre droit se doit d'être de rigueur. Notre droit se doit d'être exemplaire sur ce point. Accepter cette transcription reviendrait à cautionner un contournement de la loi et un déplacement du problème, la reconnaissance juridique d'enfants nés par GPA. De plus, on pourrait croire qu'il ne s'agit que du cas particulier de Roger, Catherine, Donald et Mélania. Mais on se trompe. On se trompe car c'est face à toute la société que nous nous trouvons, face à celle qui râle contre les démarches administratives à effectuer, mais qui est bien contente d'avoir une carte d'identité avec une date de naissance exacte quand il s'agit de passer en boîte de nuit et que l'on fait facialement 3 ans de moins et que le mètre 50 n'a pas été atteint. Une société protégée, un droit cohérent. Voilà les clés d'un système fort et constant. Certes, l'infertilité n'est pas souhaitée, mais il existe d'autres solutions légales, comme l'adoption ou l'assistance médicale à la procréation. Environ 15% des couples sont infertiles. Croyez-vous que toutes ces personnes vont avoir recours à des procédés illégaux au regard du droit français? Catherine et Roger semblent trouver l'adoption trop compliquée. Pourtant, ils devraient sérieusement y songer. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen énonce que tous les individus sont égaux aux yeux de la loi. Il n'y a aucune raison pour que certaines personnes jouissent de privilèges qui fassent fi de la loi parce que cette dernière leur procure déjà des solutions pour avoir des enfants. Ah, les enfants. Parlons-en des enfants. Mon confrère vous a longuement expliqué tous les dommages qui pourraient arriver à ces enfants. La violation de leur vie privée en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui ne sont pas responsables de ce qu'ont fait leurs parents. Mais laissez-moi vous en parler à mon tour. Tout d'abord, la Cour d'appel de Rennes, cette cour, a énoncé le 8 janvier 2013, je cite, « Le refus de transcription ne prive pas les enfants de leur filiation reconnue par le droit ukrainien et ne porte pas atteinte, en conséquence, à l'intérêt des enfants et notamment à leur droit de vivre avec leurs parents. » Nul besoin d'en dire plus. Mais également, et cela on y pense moins, comment expliquer leur venue au monde à ces 2 jeunes enfants, en plein développement et se posant toutes les questions essentielles sur leur vie? Est-ce cela, préserver l'intérêt supérieur des enfants, de leur dire que leur mère biologique a consenti librement, avant même leur conception, à les abandonner, puis est partie retrouver une vie normale? Que ce contrat froid était à l'origine de leur existence, que leur destin a été tracé, calculé, manigancé à l'avance? Il faudra bien le leur expliquer, et les risques psychiques à long terme sont énormes. Enfin, mon confrère vous a beaucoup parlé de la Cour européenne des droits de l'homme.
à laquelle la jurisprudence française s'est consciencieusement alignée concernant la GPA, pour éviter la condamnation de la France. Mais au contraire, il faut résister, affirmer coûte que coûte notre droit français, qui interdit à juste titre, nous l'avons vu, la GPA. Et notre droit, pour rester stable et crédible, il doit s'inscrire dans la cohérence et l'indépendance pour l'imperméabilité de nos institutions. Résumons. Catherine n'a pas et ne doit pas avoir de droit sur ses deux enfants. Ils pourront vivre avec la nationalité française, avec un couple qui les aimera et les protégera. Ils porteront le nom de leur père biologique, qui est donc leur père juridique. Le fait de ne pas avoir de filiation officielle avec leur mère ne les prive pas de vivre avec elle. Mais d'une manière générale, il faut interdire ce tourisme procréatif, car autoriser la transcription, c'est cautionner la GPA. Cautionner la GPA, c'est encourager de nouveaux couples à faire de même. On ne peut pas. C'est pourquoi je demande au tribunal de débouter Catherine de sa demande de transcription de l'acte américain établissant son lien de filiation avec les jumeaux Donald et Mélania au service de l'état civil français, et cela au nom de la sécurité juridique et de l'intérêt supérieur de la nation.